De retour pour cette deuxième partie, toujours avec Maître Paris et toujours sur nos problématiques de justice. Hein. Il y avait juste un point, voilà, pour juste en terminer oui, quand même oui, avec sur l'article 24 bis, tout à l'heure, je vous disais, tel qu'il est conçu actuellement, c'est pour la sphère publique par rapport à des diffusions que vous allez être sanctionné. Mais le problème, c'est que dans son application et dans sa mise en œuvre, il est tellement automatique et systématique que je constate qu'il vaut mieux carrément s'astreindre à une forme d'abstention totale, même dans la sphère privée, parce que après, vous avez de la jurisprudence qui est plus ou moins complexe entre sphère privée et sphère publique. Et toutes ces prises de risque, si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a érigé ça, Vergès, encore lui, disait qu'on avait érigé ça en fatwa parce qu'ils avaient commis un sacrilège. Et bien, effectivement, aujourd'hui, comme certains le disent, mais avec une manière peut-être maladroite, on tombe un petit peu dans une sorte de canevas religieux, si vous voulez. Et j'en veux pour illustration, alors c'est pas l'article 24 bis là qui va être concerné, mais par exemple on a un parlementaire là, Monsieur Poisson, qui est mis en cause encore par rapport à une problématique cousine, je dirais, puisque encore une fois il est question de la LICRA ou du CRIF, je sais plus. Non, c'est le CRIF qui a demandé à ce que c'est sanctionné. Il y a Nathalie Moïse qui demande à ce qu'on l'éjecte des primaires, alors que bon, il faudrait quand même déjà le faire bénéficier de la présomption d'innocence, premièrement. Deuxièmement, respecter son immunité parlementaire, voir dans quel contexte il a tenu ses propos, aussi se référer à la déontologie des parlementaires, enfin bref. Il ne faut pas comme ça jeter en pâture les gens, et vous voyez que vous avez la parfaite illustration là du réflexe que j'ai eu tout à l'heure. C'était même pas une réponse de juriste, ce que je vous ai fait, c'était un réflexe. Dès que vous dites « est-ce que j'ai un peu de liberté quand même ?», le juriste se crispe parce qu'il ne sait pas quoi vous répondre. Vous comprenez ? C'est que le degré de culpabilité est porté tellement à son paroxysme que même dans l'intimité, la personne qui a déjà été mise en cause ne sait plus où sont les limites. Et même si elle est juriste. Et non, mais on arrive vraiment à une crispation qui procède de tout ce processus dangereux que je dénonce. Encore une fois, attention, comme j'ai répondu à monsieur Vidal-Naquet, je lui ai fait observer une chose, parce qu'il aimerait me faire passer pour fou, ce monsieur, que je salue. Alors, avec ma casquette, effectivement, il a du grain à moudre, mais ça, la casquette, c'est une posture médiatique. Et je m'en expliquerai encore longuement, parce que, bon... Bref, il y avait deux raisons, mais il y a une troisième raison, la casquette, que je vais livrer aujourd'hui. Alors, bref, je salue ce monsieur, et effectivement, il y a des gens qui cherchent à vous discréditer, soit en disant que vous êtes fou, soit en disant que vous êtes haineux, etc., parce que vous apportez la contrariété sur un sujet qui fait peur. Et comme j'ai dit à Dieudonné quand je suis allé le voir à la Quenelle d'Or, il ne faut pas provoquer la peur. La peur, c'est très dangereux. Alors, il ne faut pas que les gens qui veulent avoir la parole aient peur de ne plus l'avoir du tout, et il ne faut pas que les gens qui veulent être protégés aient peur de ne plus l'être. Il faut encore trouver un équilibre entre les peurs. Aujourd'hui, on a peur de parler. Aujourd'hui, on a plus peur de parler. Voilà. Eh ben oui, mais ça, c'est pas normal. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens qui ont besoin de protection aient peur de ne plus être protégés, mais il ne faut pas que ceux qui veulent parler aient peur de parler. Or, on en est là. Aujourd'hui, on est dans la peur de parler. On n'est plus dans la peur de ne pas être protégé. On est dans la peur de parler. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est dans ce registre, effectivement, même l'avocat, quand vous lui dites « est-ce que je peux éventuellement dire ou telle chose ?» Disons que dans la sphère publique, c'est considéré comme tellement mal d'aborder telle ou telle question ou de tenir tel ou tel propos, que même dans la sphère privée, l'avocat vous dit non, mais des propos comme ça, a priori, vous n'avez même pas le droit de les tenir, moralement. Voilà. Il faut vous les interdire. Alors après, je ne vous dirai pas en substance quel genre de propos, mais n'importe qui peut imaginer. Donc voilà, c'est dans ce climat de terreur, de violence morale, mentale, psychologique, politique, internationale, etc. Enfin, le sujet est explosif et il ne devrait pas l'être. Il ne devrait pas l'être. Bon.
On devrait pouvoir parler, aborder les problèmes, quels que soient les problèmes, on devrait pouvoir parler. Enfin, j'espère que M. Hollande et M. Poutine sont capables de se parler. Hein, parce qu'aujourd'hui, je déplore d'en être à nouveau au stade où j'étais en 1984 ou 85, quand Sting avait fait sa chanson J'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants. Hein, bah ouais, non mais on est revenu à la case départ là les gars, hein, quand même. Hein, c'est quand même complètement catastrophique un climat pareil. Ou alors c'est un coup monté pour faire monter la cote de M. Hollande. Monsieur Poutine joue des gros bras, enfin je sais pas. Est-ce que, hein, mais c'est quand même inquiétant tout ça. Ben, j'espère que ces gens-là sont capables de se parler parce que sinon, voyez-vous, nous on n'a pas tellement d'avenir avec nos petits problèmes de loi là. Enfin Hollande de toute façon. Il appellera Obama pour savoir ce qu'il doit faire. Je ne sais pas, mais bon. Bref, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir se parler, même si c'est très désagréable. Et puis après, voilà, il y a des rapports de force, mais ça serait bien d'arriver à un moment donné, à l'échelle de l'humanité, de mener des rapports de force qui soient des rapports de force humains. J'ai vu des statistiques, tiens, je suis tombé là-dessus par hasard. Quelle est l'espèce la plus dangereuse et la plus mauvaise pour elle-même sur cette planète? Bah, vous avez la réponse quand je pose la question, c'est l'espèce humaine. Nous sommes... Alors, la cause de mortalité chez l'être humain, à 2%, elle est provoquée par un autre être humain. Ben, c'est lamentable, c'est une honte. Voilà. C'est une honte. Nous devrions tous avoir honte. 2%. Trafic de drogue en Russie, j'ai regardé ça aussi. Hein, parce qu'on parle de crimes de masse. 130 000 morts par an, rien qu'avec la cocaïne. En Russie. Et c'est pareil chez nous. Bon, voilà. Donc, quand vous voyez tout ça, vous voyez, l'être humain, le pire n'est jamais décevant, le pire n'est jamais certain, mais enfin, avec l'être humain, le pire est souvent présent. Hein. Voilà, bon. Donc, le pire est souvent présent, et dans le procès que j'ai essayé de mener pour assurer la défense, parce que je tiens quand même à rappeler aux gens que je suis avocat, et j'ai prêté serment, je suis avocat. Je vais peut-être vous expliquer qui je suis, mais avant, je tiens à vous expliquer en quoi je considère qu'il y a eu procès stalinien. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, des circonstances d'un pouvoir fort, des circonstances d'un procès politique et des circonstances d'une violence inouïe en ce qui me concerne, violence juridique et même violence potentiellement physique. Donc, je vais en venir là et je vais commencer par une démonstration. Alors, petit historique récent sur 2015. En mai 2015, je contacte Vincent Renoir. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai résolu l'équation E égale MC2 pour la loi Guesso, pour l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. J'ai l'audace à l'époque de contacter ce monsieur que je ne connais pas, et je lui dis, voilà monsieur, j'ai vu que vous êtes fort embarrassé avec cette loi, moi, cette loi-là, je vous l'envoie devant le Conseil constitutionnel. Bon, il m'a pris pour un prétentieux au départ, et en plus j'ai l'outrecuidance de lui préciser, je vous avertis, je suis un homme de gauche et je ne partage pas forcément vos idées. Ce à quoi il me répond, en scientifique, il me dit, mais ça ne me dérange pas, et puis je vois que votre profil est un petit peu atypique, ça n'est pas pour me déplaire. Donc, on se met d'accord, je lui livre mes travaux et je les améliore. Bon, je passe sur les détails de cette péripétie, et effectivement, eh bien, ma prétention n'était pas complètement déplacée ici, puisque le 6 octobre, Monsieur Forisson, qui du coup alerté par la qualité de mon travail, était venu aussi vers moi, Monsieur Forisson m'appelle le mardi soir pour me dire, voilà, la loi Guesso est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Ah, j'avais dit à Vincent, ça me mettra à peu près 1 an. En quelques mois, c'est fait. Dans ce contexte, les spécialistes et les gens autorisés vont évidemment pas voir ça d'un bon oeil et ils vont critiquer mon travail. Enfin, c'est le discrédit permanent. Oui, j'ai vu même un prof juridique qui dit, qui explique juridiquement pourquoi ça tient pas. Maître Paris, c'est un fou, c'est un imbécile, ce n'est pas un avocat. Enfin, alors, je vous dirais qu'une chose là-dessus, je suis peut-être le seul avocat de l'histoire de France qui est devenu avocat en prenant son diplôme, qu'on lui avait volé. Je précise, parce que je n'ai pas pris mon diplôme, je n'ai pas volé mon diplôme. C'est qu'on m'avait volé mon diplôme en prétendant que j'avais une voix monocorde, que j'avais un discours ennuyeux, etc. Enfin, tout sauf moi. Quand j'avais vu ça, j'avais dit, bon voilà, je vais vous faire un procès, vous allez voir que mon diplôme, vous allez me le donner. Bon, bah, ils me l'ont donné. Hein. Et ça, ils ne l'ont jamais digéré. Alors, quand je dis ils, je vous laisse deviner qui. La même équipe qui est revenue 10 ans plus tard pour essayer de me liquider. Ça, c'est un triangle qui est venu contre moi dans le cadre du procès dont je vous parle.
Et c'est ce triangle qui a été particulièrement violent avec moi. Mais il faut quand même se souvenir que Maître Paris, c'est, à ma connaissance, le seul avocat de France qui est devenu avocat en exerçant son métier avant d'avoir le droit de l'exercer. C'est-à-dire que j'ai fait un procès au barreau pour leur dire mon diplôme que vous m'avez volé, vous allez me le donner. Triangle, ça fait très métaphorique. Ah mais moi j'adore le triangle, je vous dis, dans l'espace, c'est ce qu'il y a de plus stable. 3 points sont toujours alignés sur un même plan. Donc le triangle, pour moi, c'est vraiment fondamental. D'ailleurs, je ne comprends même pas que la tour Eiffel ait 4 pieds, ça aurait été beaucoup plus stable avec 3. Ouais. Ah non, mais le 3, si vous voulez, toujours le 3 est stable. Et c'est pour ça qu'en matière de justice, on met en général 3 magistrats, parce qu'il y en a toujours 2 contre 1. Vous voyez ? C'est très stable. Le 3, ça devrait être le fondement de toutes les architectures. Pour autant, je ne suis pas franc-maçon et je ne le serai jamais. Il n'en est pas question, parce que je n'aime pas ce qui est occulte, je n'aime pas ce qui est caché, je ne vois pas en quoi il faudrait se dissimuler ici. Quand on a la volonté de construire quelque chose de structurant et de noble, eh bien on le fait publiquement et ouvertement. Il n'y a pas besoin de s'en cacher. À partir du moment où on se cache, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais effectivement, j'ai entendu dire que ces gens-là aiment bien le 3, ça tombe bien, les grands esprits se rencontrent. Moi aussi. Voilà. Donc je vois pas pourquoi je devrais me priver de ce structuralisme sous prétexte qu'eux ont mis leur brevet dessus. Premier point. Comme ça, c'est clair. Voilà. Alors après, la violence qui s'est exercée contre moi, effectivement, à partir du 6 octobre, la loi Guesso, l'article 24 bis, est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Il faut savoir que j'avais plaidé sur la base de 3. J'avais plaidé contre Charrière-Bournazel, et d'ailleurs, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, quand vous me demandiez par rapport au rapport de force de la justice et autour de la justice, il faut savoir que Charrière-Bournazel, le 8 juillet 2016, je fais des apartés. C'est qui Charrière-Bournazel? Alors, maître Charrière-Bournazel, que je salue d'ailleurs, j'étais très content d'avoir plaidé contre lui en juin 2015, il est venu me serrer la main après, pour moi c'est un grand moment parce que c'est l'ancien bâtonnier de Paris, puis c'est pas n'importe qui, donc voilà, c'est un avocat historique au niveau de la loi Guesso, il a souvent pris le parti contraire du mien, donc effectivement quand au mois de juin l'année dernière j'avais plaidé contre lui et que là la salle avait senti que l'équilibre penchait vers moi, je dois dire que j'étais très flatté. Je ne vous le cache pas, parce que Charrière-Bournazel, en face de moi, voilà. Et après, il vient me serrer la main. Alors que l'autre jour, les avocates qui étaient contre vous n'ont pas voulu me serrer la main. Elles ont refusé de serrer la main. Je le dis, maître Charrière-Bournazel, que je salue, m'a serré la main. Voilà. Bon. Toujours est-il que ce confrère, eh bien, il a fait une lettre ouverte début juillet pour poser la problématique de la justice, C'est-à-dire qu'il ne comprend pas bien ce qui se passe. Il est prétendu qu'il y aurait eu des menaces contre certains magistrats, voire même des projets d'assassinat, et que donc les magistrats ne se sentiraient pas trop libres, et qu'en parallèle, les magistrats en auraient après les avocats, parce que les avocats participeraient de cette tentative d'intimidation contre des magistrats, pourquoi pas. Voilà, le sens un petit peu du propos. Et à la fin, il nous explique qu'en gros, il n'est pas d'accord pour qu'on utilise la force pénale, la contrainte pénale, la qualification pénale contre des avocats pour porter atteinte au principe de la défense et au principe de la justice effective. Voilà, maître Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier de Paris, prend la parole dans une lettre ouverte début juillet 2016, pour nous expliquer qu'en gros, il y a un rapport de force avec la justice et qu'aujourd'hui, eh bien, certains magistrats abuseraient de leur pouvoir, selon à peu près les termes de son propos, pour mettre en examen des avocats et puis les empêcher d'exercer. Alors c'est notamment le cas de maître François d'Angleant, encore une fois. D'ailleurs, j'en ai discuté pas plus tard qu'aujourd'hui avec lui, il me disait « mais je crois que je suis le seul à qui on a réservé ce sort-là ». Alors voilà, est-ce que c'est à maître François d'Angleant que maître Charrière-Bournazel pensait, oui ou non? Mais c'est courageux de faire une lettre ouverte comme ça. J'observe que moi aussi j'en ai fait des lettres ouvertes, j'ai pas eu de réponse, ni le retentissement qu'elle a eu ici. Mais c'est pour vous dire que la problématique de la justice se pose à tous les niveaux. Vous avez le président de la République qui crache sur la justice, vous avez les magistrats qui disent puisque c'est ça, nous on va prendre notre autonomie, vous avez les avocats qui disent les magistrats abusent de leur pouvoir contre nous. Enfin, voilà, j'insiste, l'enjeu du débat qui doit se tenir pour désigner le premier magistrat de France, à savoir le président de la République, il faut que ce débat porte une fois pour toutes sur la justice. Et aujourd'hui, l'affaire que je suis en train d'ouvrir et de porter à la rumeur publique, eh bien cette affaire, c'est vraiment l'élément qui doit déclencher une réaction en chaîne pour que
les institutions politiques se saisissent du problème. Pourquoi? Parce que, dans mon affaire, et là je suis désolé de le dire, tout à l'heure je prenais la défense de M. François Hollande, mais là je vais plus trop la prendre. Ah oui, parce que là, je me pose quand même des questions. Hein? Alors, on va très vite. J'espère que les spectateurs vont rester, parce que ce que j'ai à dire là, c'est... Vous verrez ça nulle part, et je suis pas fou. Hein. Il y en a qui voudraient dire que je suis fou, ça les arrangerait bien. Je suis pas fou du tout. Vous voyez, le dossier là, il est comme ça le dossier. Hein. Alors, bon, enregistrement et tout. Hein, parce que depuis fin 2004, j'ai des réserves. Hein. Ah oui. Donc, il va falloir jouer carte sur table là. Hein. La justice, il faut la réformer. Et il faut faire les choses dans l'ordre. Parce que s'est-il passé, nom de Dieu, à ce procès constitutionnel? En venant ici, je me disais, mais t'es peut-être fou finalement. Oui, parce que quand je regarde, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Cette conjugaison de faits qui pose question, je me dis, c'est un film. On se croirait dans un chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock. Hein? Alors, je vous explique. L'avocat. Vous trouverez, hein, le public trouvera l'ensemble des éléments. Alors, la lettre ouverte qui défile dans la partie 2 des vidéos que j'ai faites, très intéressante si vous faites des arrêts sur image. Et cette lettre avec ces pièces, vous pouvez la trouver normalement sur le site. Alors, vous me disiez que tout le monde n'apprécie pas Vincent Renoir. Certes, je comprends bien. Mais il se trouve qu'il fait un travail de qualité quand il s'agit de relayer les systèmes de défense dont il bénéficie avec moi jusqu'à présent. Donc là, en l'occurrence, le système de défense que je mets en place pour lui, c'est de dénoncer que son procès constitutionnel, c'est un procès stalinien et qu'il est victime en cela. Et donc, il publie non seulement la lettre qui défile dans ma vidéo, mais les pièces. Et c'est très important parce que l'ensemble du document, il est là, voilà. Voilà ce que vous devriez avoir sur Internet. Hein. 98 pages. Hein. Mais c'est tout petit par rapport à ce dont on va devoir traiter la justice ou le Parlement. Hein. 98 pages déjà pour se rendre compte. Donc il y a ma lettre, la lettre qui défile dans la vidéo, avec quelques images. Bon, c'est vrai que j'ai une petite touche artistique et un certain recul pour que les choses soient parfois quand même un peu drôles, même si elles sont funestes et tragiques. Donc la fameuse lettre que vous trouverez qui défile dans ma vidéo part 2 procès politique truqué. Et si vous allez sur le site PHDNM de Vincent Renoir, vous trouverez les annexes que nous avons pris soin de faire, si vous voulez. Alors, annexes avec des explications, n'est-ce pas? Pièce 1, par exemple. Et c'est là que je vous dis, rien qu'avec ces 9 pièces, normalement, le Parlement devrait ouvrir une enquête parlementaire hein, pour procès politique truqué. Hein. Avec pourquoi pas dedans, alors vous dites mais il est complètement fou. C'est quoi le résumé tentative d'assassinat de l'avocat, pourquoi pas? On n'en est pas loin. C'est justement la question que je me pose. Quand je vois un président qui dit j'ai donné des ordres, et quel est le critère? Des gens. Alors, attendez, le critère, c'est. J'ai vu ça quelque part. C'est où? Parce que j'ai plein de choses là. Alors, opération Homo. Voilà. J'ai toujours beaucoup trop de documents par rapport au temps imparti, mais c'est pas grave. J'ai vu les critères qu'il énonce. En gros, c'était des actes de vengeance par rapport à des gens qui avaient fait des actes terroristes contre la France. Bon, jusque-là, j'entends bien. Mais après, c'était porter atteinte aux intérêts de la France. Alors là, le critère est beaucoup plus banal, quoi. Et c'est là que je me pose la question. Je dis, est-ce que moi, je fais partie des gens qui portent atteinte aux intérêts de la France? Voilà. Pourquoi? Parce que je suis désolé, messieurs, dames. Mais vous voyez l'image que je mets là? Attendez, elle synthétise tout, hein, cette image-là. Hein, voilà. Voilà la question que je pose dans ma vidéo. Hein. Il y a quand même une vingtaine d'hommes armés de fusils d'assaut qui sont venus chez moi pour me trouver un jeudi. Et c'est de là que je vais partir. C'est de là que je vais partir. Je vais aller en arrière, puis repartir en avant. Enfin, écoutez-moi bien. Le jeudi 3 décembre, on est à 5 jours de la plaidoirie historique. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un, et pas n'importe qui. Jojo Cricri, que je salue aussi, c'est une personne, apparemment une femme, qui intervient
pour me donner son avis. Au début, elle était un peu contre moi, puis en lisant tout ça, elle m'a dit, mais je crois qu'effectivement, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est vos éléments, mais vous avez raison. Il y a vraiment quelque chose de pas normal dans votre affaire. Ah bah oui, non mais je prendrai pas le risque. Attendez, je vous le rappelle encore, je suis avocat, pas n'importe quel avocat. J'ai quand même obtenu mon diplôme, voilà, champion du monde. Hein. Je l'ai pris mon diplôme. On voulait pas me le donner. Ça a été la première épreuve de ma vie et ça a été déjà très difficile. Bon. Donc, que se passe-t-il le 3 décembre Cette personne que je suis, avocat, pas n'importe quel avocat, quand on se renseigne, eh bien, on envoie des forces inouïes chez lui. Mais alors là, je vous dis attention, c'est que dans les écritures qui sont dans les pièces, et c'est pour ça que je vous parlais des pièces, vous regarderez les écritures que j'avais déposées ça c'est le Conseil constitutionnel, attendez, le mardi 27 octobre, si vous voulez, le 4 décembre, voilà, c'est ça. Mardi 27 octobre 2015, étant donné que le barreau de Rouen m'embête pour des petits retards de charge qui n'ont rien de bien grave quand on voit tout l'argent dont j'ai été privé à cause d'eux, tout le préjudice qu'ils vont devoir m'indemniser. Je veux dire, il va falloir qu'ils indemnisent, parce que voilà, c'est clair, hein. Depuis le temps que ça dure. Ils m'ont bloqué ma vie fin 2004, j'ai été obligé de me battre pendant 3 ans, leur faire un procès, ils sont pas contents, il y a des coups de fil, je trouve pas de collaboration, ça dure jusqu'à 2010, on me fait la misère, et après on vient me dire en plus, vous avez des retards de charge, on va vous remettre dans le caniveau. Non mais c'est une blague les gars, j'espère que vous plaisantez. Donc c'est ce que je leur explique dans cette lettre. Je leur dis à un moment donné, il faut arrêter là. Donc note en délibéré, note en délibéré qui a été déposée au barreau, à la cour d'appel de Rouen et au parquet général de Rouen le mardi 27 octobre 2015. Donc après que la loi Guesso soit envoyée au Conseil constitutionnel, je leur dis, écoutez, voilà, aujourd'hui, mardi 27 octobre 2015, il se trouve que, étant donné l'exploit judiciaire que je viens de réaliser, l'arriéré de charge que j'avais, il est réglé. Ah, mince. Ah bah oui, et donc il n'y a plus de problème. Ah, le problème c'est quoi que j'ai pas répondu à quelques courriers de clients ou du bâtonnier, mais j'étais malade. C'est documenté. J'avais une hernie discale, j'étais dans une misère noire. Donc effectivement, à un moment donné, ça ne se passait pas bien. Mais les gens qui m'ont réclamé les honoraires que je leur devais à ce titre, je leur ai rendu, etc. Donc voilà, ce sont des griefs qui peuvent se poser. J'espère qu'un avocat a encore le droit d'être malade et de ne pas aller bien. Bon, quand je viens au barreau le mardi 27 octobre 2015 et que j'explique, bon ben voilà, non seulement je vais mieux, mais en plus je vous dépose des écritures pour vous dire qu'il faudrait quand même arrêter de m'embêter là. Parce que je vous explique. Alors je leur explique. Sur la lettre qui est sur internet, il y a des surlignages jaunes. Alors je leur explique déjà que j'ai des problèmes cardiaques. D'accord ? À mettre en rapport avec la BRI qu'on envoie chez moi le 3 décembre. Vous commencez à comprendre où je veux en venir, hein ? Et ça, c'est parfaitement établi dans mes documents. Ici, vous voyez, paragraphe 21, c'est bien marqué. Voilà. Un lourd problème cardiaque sur 2012. Donc, je vous le dis, est-ce qu'on envoie des gens avec un taser chez quelqu'un qui a des problèmes de cœur, hein, avec la lettre du cardiologue, là, pas n'importe qui. Oui, mais la police... Jean-Yves Lelezé, ils étaient parfaitement au courant. La police, elle le savait. Mais ils étaient parfaitement au courant, puisque les écritures que je vous montre là, ce sont des écritures qui étaient entre les mains du parquet général de Rouen le mardi 27 octobre 2015. C'est-à-dire que le chef de la police de Rouen savait que Maître Paris a des problèmes de cœur. Et on vient faire une chevauchée, comme ça, avec des gars de la BRI, le jeudi matin à 6h, dans le noir, en criant. Vous voyez ? Non. Alors ça, c'est une mise en scène qui passe pas du tout, compte tenu des écritures que j'avais déposées. Et en plus, j'avais payé toutes mes charges. Donc, comme je l'explique dans ma vidéo, tout allait bien. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Et j'avais expliqué à ces gens-là, dans ces écritures-là qu'il faudra regarder, je leur avais expliqué, il va falloir arrêter de m'embêter, parce que, voilà, vous l'avez peut-être pas vu sous cet angle, mais moi j'ai l'intention de porter plainte pénale contre vous. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais je leur ai expliqué que, en ce qui me concerne, je considérais que telle et telle chose avait été commise contre moi. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé.
Et ils se sont dit, mince, là on a un gros problème. Bah oui, gros problème. Parce que je vais vous renvoyer devant le juge pénal pour des choses graves et objectivement établies, parce que là, c'est pas 2 témoins de complaisance. C'est qui hein, est poursuivi c'est moi là qui dis à l'époque, vous m'embêtez avec des histoires d'argent qui ne sont plus d'ailleurs, puisque j'ai payé, mais moi je vais vous embêter avec autre chose, et non seulement vous allez être puni pour ça, mais vous allez devoir payer. Parce que là, je suis avocat au Conseil constitutionnel, je succède à Maître Jacques Vergès sans avoir la grosse tête, c'est comme ça. Donc maintenant, on va reconstituer ma carrière. Mais c'est qui On va reconstituer ma carrière, et ça va vous coûter combien? Bah ça va vous coûter plus d'1 million d'euros. Mais c'est qui Non mais laissez-moi finir, c'est très important, parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Je vous ai dit qu'il y a des choses anormales qui se sont produites, mais pourquoi? Pourquoi? Ben pas parce que je suis fou. Pas du tout, je suis pas fou du tout. Dans ces écritures-là, je leur explique que leur comportement, c'est quasiment de la provocation au suicide. Si j'étais pas super solide, je pense que j'ai fait la démonstration de ma solidité. Même si là, je suis obligé de vous couper la parole pour tenir le fil. Parce qu'en première partie, on n'a pas parlé de l'affaire, et c'est de l'affaire dont il faut parler. Par qui? Eh bien, par qui? Par les gens qui n'ont jamais digéré que je devienne avocat alors qu'ils ne voulaient pas que je devienne avocat. Vous comprenez? C'est que dans ce milieu, quand on ne veut pas que quelqu'un devienne avocat, même s'il est bon en droit, même s'il a eu un bon parcours, eh ben non, il ne sera pas avocat parce qu'on a décidé que voilà, et puis on se débrouille pour lui mettre la note qu'on veut. Ah oui, mais avec moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ils ne l'ont jamais digéré. À la première occasion, quand j'ai été malade et que j'ai eu un petit retard de charge, ils ont essayé de m'achever. Et je leur ai répondu avec un uppercut juridique, puisque je leur ai expliqué, c'est moi qui vais vous mettre KO au niveau judiciaire, c'est pas vous. Et ça, ils ne l'ont pas digéré. Donc ils se sont tout de suite mobilisés. À partir du mardi 27 octobre 2015, ils voient que j'ai payé mes charges, ils voient que je me prépare très sérieusement à les mettre en cause pénalement, et pas du tout autrement. D'ailleurs, c'est pas du tout, je veux dire, j'ai pas besoin. Moi, je suis dans une instance qui me rend célèbre. Je risque d'avoir une victoire historique. J'ai autre chose à faire que de m'embêter avec des histoires de menaces ou quoi que ce soit. Ok? On est bien d'accord. Hein? C'est-à-dire que là, désormais, comme je l'ai dit ce soir-là, quand le bâtonnier a essayé de me parler et de m'entreprendre, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas venu pour vous parler. Il voulait que j'aille avec lui dans son bureau tout seul, ce fameux mardi 27 octobre 2015. Je lui ai dit, mais je ne suis pas venu pour vous parler. Si j'avais voulu vous parler, je vous aurais averti. Je suis venu déposer mes écritures, régulariser les paiements. Voilà, tout va bien. Moi, devant moi, j'ai une étoile et je vais essayer de la décrocher. C'est tout. Et il était là, il me regardait bizarre. Donc je me suis dit, oh là, il y a quelque chose de bizarre. J'en ai parlé avec un policier que je défends, un très très sérieux policier, qui s'est renseigné et il m'a dit, attention, voilà. Bon, donc attention. Et puis 24 heures après, il y a la fameuse affaire de Melun qui a été exploitée pour essayer de venir dire, mais Maître Paris, c'est peut-être quelqu'un de dangereux, il est fou. Bon, il faut être un petit peu fou pour leur dire qu'on va porter plainte contre eux et leur réclamer plus d'1 million d'euros. C'est sûr qu'il faut avoir une dose d'audace. Et ouais, mais bon, on ne peut pas comme ça mettre la misère dans la vie d'un homme fin 2004, et puis rigoler comme ça jusqu'en 2010, et puis continuer à l'embêter quand il installe son cabinet misérable à Rouen, vous voyez le truc? Parce que ça, c'est mon parcours. Un parcours du combattant, sans arrêt avec des pots de banane, de gens, bon, je vais passer là-dessus parce que ça sera... Mais c'est le contexte, si vous voulez. Le barreau avait une dent contre moi, c'est pas moi qui avais une dent contre eux. Moi, j'ai gagné contre eux. J'ai gagné contre eux en 2006, j'ai gagné contre eux en 2007, ils ont été obligés de me donner mon diplôme. Par contre, eux, ils ont un souci, c'est qu'ils ont donné des faux diplômes aux autres étudiants. Parce que moi, il a été jugé à l'époque, dans une décision de justice, qu'il y avait eu rupture d'égalité à mon préjudice. Donc le barreau, à ce titre, avait le droit de dire, le jury va à nouveau délibérer en tenant compte de la rupture d'égalité au préjudice de M. Paris, donc on lui donne son diplôme. En revanche, les autres qui se sont rendus coupables de fraude et d'irrégularité aux examens, je n'irai pas plus loin, c'est vrai, c'est acté par une décision du 26 ou 27 janvier 2006, cour d'appel de Douai. On peut la retrouver sur Internet, les noms sont cachés. Et bien voilà, il y a eu une rupture d'égalité, donc Maître Paris, on lui donne son diplôme pour réparer la rupture d'égalité, mais comme il y a eu irrégularité provoquant cette rupture d'égalité, les autres, on ne devrait pas leur donner leur diplôme, on devrait leur demander de repasser tous leurs diplômes. Donc depuis cette époque-là, vous avez des gens, voilà, ils veulent jouer, on va jouer. Vous avez des gens qui exercent avec un diplôme qui n'est pas valable. Alors, sur le faux en écriture publique que constitue ce diplôme, éventuellement, c'est prescrit, mais sur l'usage qui en est fait, c'est pas prescrit. Et tous les actes qui ont été faits, éventuellement, on peut se poser la question de leur validité. Et on vient m'embêter. Mais quand on voit que je commence à montrer les dents et à dire « vous allez arrêter de m'embêter parce qu'en plus vous allez m'indemniser », évidemment, l'idée de m'éliminer d'une manière ou d'une autre,
elle est là. Et elle est tellement là qu'elle transpire dans des courriers. Il y a un courrier du 24 novembre de l'ancien bâtonnier que je pensais pas être un adversaire de la sorte, puisque j'avais même pris sa défense. Et mon avocat m'avait dit on va le récuser. J'avais dit non, mais je ne pense pas que ce monsieur soit particulièrement virulent contre moi. Ah, faut voir ce qu'il écrit dans mon dos, que je suis un paranoïaque aigu et qu'il faut me mettre hors d'état de nuire. Le 24 novembre, attendez, le 24 novembre, dans tout ce contexte, vous voyez, je viens d'annoncer que je vais aller au pénal, que je vais réclamer la reconstitution de ma carrière, l'indemnisation de ma carrière, et qu'est-ce qu'on fait? On écrit, bon là, il faut le mettre hors d'état de nuire parce qu'il a un discours paranoïaque aigu très précis. Mais le mot important dans la phrase, c'est un discours très précis. Et effectivement, n'importe quel spécialiste regardera mes écritures du mardi 27 octobre 2015, dira effectivement, Maître Paris, il était incisif là. Les qualifications pénales, elles sont là. Que fait le parquet? Monsieur le procureur général, est-ce que monsieur le président de la République aurait raison? Est-ce que monsieur Maître Charrière-Bournazel aurait raison? Est-ce qu'effectivement, il faudrait que la justice soit un petit peu plus autonome à la fois de l'exécutif et de certains notables? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a voulu protéger des gens qui risquaient d'être mouillés jusqu'au cou. Voilà. Ouais, mais voilà. Et j'en apporterai la preuve. Les gens qu'on a protégés, bon, on ne peut pas les nommer. Premier point, première dynamique contre moi, ce n'est pas possible. Maître Paris va mettre en cause pénalement des gens éminents du barreau. Et en plus, il va les aligner au niveau financier. Attendez, moi, on m'a ruiné. On m'a ruiné ma vie. Ma compagne m'a quitté à l'époque. Enfin, non, mais c'est la misère. Je ne veux pas me victimiser. C'est pas le but. Mais voilà. Donc ça, c'est la première dynamique qui est là. Prête à se mobiliser contre moi, à la première occasion. Deuxième dynamique, si c'est pas beau. En cours de route, mon ancienne avocate, mon ancienne pseudo-avocate, parce qu'elle ne m'a pas défendu, mis à part me parler, me raconter un tas de choses et essayer de savoir ce que je pouvais savoir et préparer contre Pierre, Paul et Jacques, elle ne m'a pas défendu. Quand il s'est agi début 2015 de mon omission pour raison financière, elle n'est pas allée me défendre, elle ne m'a pas excusé, elle n'a pas produit d'écriture. Auparavant, sur un dossier dans lequel elle était d'accord pour que j'intervienne, eh bien, aux conditions où je devais intervenir, moi je remplissais ma mission, je devais lui fournir des écritures. Quand je lui ai fourni les écritures, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a planté. Elle m'a dit non, je ne peux pas valider ces écritures-là, vous avez qu'à vous débrouiller. Or, c'était elle qui devait le faire, puisqu'il fallait être avocat au barreau de Paris pour le faire. Donc, j'ai jamais pu prendre l'engagement de faire ça. C'est elle qui devait le faire. Elle m'a planté. Et après, justement, par rapport à ça, moi, j'ai géré la situation comme j'ai pu. Mais début novembre 2015, toujours dans le contexte du procès Guesso, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se débrouille pour dire aux gens dont je m'occupe que c'est à cause de Maître Paris s'il y a un problème. Alors je dis, oh là. Alors là, moi je vais vous expliquer que le problème, c'est pas Maître Paris. Voilà. Donc j'en rapporte la preuve, et quand elle a vu que je rapportais la preuve de ça, et que les gens concernés disaient, bah oui, effectivement, c'est vous qui avez fauté dans ce dossier, donc on va engager votre responsabilité éventuellement. Elle se débrouille avec eux, ça c'est pas mon rôle. Moi, on m'accuse, je me défends, après elle se débrouille avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allô, monsieur le bâtonnier, vous savez finalement, je sais des choses sur Maître Paris. Ah ouais? Bah oui. Oui, je sais des choses, parce que voilà, on a quand même discuté de certaines choses. Et elle a brodé là-dessus pour dire que j'avais fait des menaces, etc. Mais alors, ce qui est super grave, c'est que ce dont elle s'est pas rendu compte, c'est qu'elle s'est rendue coupable d'une violation du secret professionnel. Ça a été très mal plaidé, j'ai été condamné par, par une justice qu'on pourrait qualifier d'assignat de justice. C'est un assignat de justice, les gens qui m'ont condamné à Rouen. Tout ça, c'est une forfaiture. On m'a condamné pénalement sur des choses que je n'ai pas faites, et cette avocate est venue témoigner alors qu'elle ne le devait pas. Pourquoi? Parce qu'elle est tenue au secret professionnel, c'est-à-dire que même si je n'ai pas fait les menaces qu'elle prétend, mais même si je les avais faites, eh bien, quand on regarde son discours, je les aurais faites à peu près quand je la fréquentais, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin 2015. Depuis le mois de juin 2015, elle ne me voit plus. Or, depuis le mois de juin 2015, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devant le Conseil constitutionnel, j'ai payé mes charges, tout va bien, donc je ne suis absolument pas dans une logique de difficulté. Donc, il n'y a rien à craindre. Même quelqu'un qui aurait fait des menaces de mort, et je dis bien que je ne les ai pas faites, mais même quelqu'un qui les aurait faites, elle est tenue au secret professionnel sur ces menaces, puisqu'elles sont
éventuellement sur une période où elle n'a pas à lever le secret professionnel étant donné que cette période est éteinte. Et après, leur raisonnement, ça serait de dire « Oui, mais on a engagé une procédure disciplinaire contre Maître Paris le 2 novembre. » Alors, la chronologie est importante. Le 2 novembre, voyant mes écritures du 28 octobre, le 2 novembre, le bâtonnier se dit « Bon, eh bien, je vais engager une procédure disciplinaire contre Maître Paris parce que la première procédure n'aura pas suffi. » Mais c'est pas grave, moi j'ai déjà dans mes valises Maître d'Anglean à l'époque. Je l'ai vu le 28 octobre. Et je lui ai dit, bon, je vais avoir besoin de vous, là, parce qu'il m'embête. Mais l'affaire est réglée d'avance. Je savais très bien que j'avais aucun souci à me faire avec ces gens-là sur leur procédure disciplinaire. Vous voyez? Donc, c'est eux qui ont construit des circonstances pour prétendre que j'aurais fait des menaces de mort et pour prétendre qu'en plus, le témoignage de l'avocate était valable parce qu'il y aurait eu un risque de passage à l'acte dans ce contexte. Or, il n'y avait pas de risque objectif de passage à l'acte, étant donné que le barreau savait très bien que j'avais payé mes charges, que j'étais en train de faire un procès historique et que j'avais aucune raison de passer à l'acte. Et le bâtonnier lui-même reconnaît que j'ai pas fait de menace. Lui-même dit, bah non, il n'a jamais fait de menace contre moi. Et pour cause, bah évidemment que j'en ai pas fait. Et j'ai aucune raison d'en faire. On veut comprendre tout ça, d'accord. Ça, c'est le contexte initial. C'est quoi le lien, justement? Eh bien, attendez. Voilà, donc là, maintenant, vous avez deux personnes qui ont intérêt à me nuire. L'entité du barreau et cette personne qui a peur d'être mise en cause au niveau d'un dossier qui peut devenir explosif parce que ce dossier, elle ne l'a pas géré seule au départ, elle l'a géré avec des gens potentiellement dangereux. Et ça, elle ne le dit pas. Elle vient pas, quand elle dépose, elle ne dit pas, attention, je suis en difficulté avec ces gens-là. Ah oui, non mais bon, moi, c'est pas de ma faute. T'as qu'à faire attention à qui tu fréquentes, madame. Hein. Donc, voilà. Alors, deux dynamiques là, qui se conjuguent et qui disent, bon, il va falloir percuter Maître Paris. Je suis paranoïaque. Hein. Ah oui, mais non, mais sauf que c'est la lecture du dossier que je fais. Et alors, là où ça devient criant, c'est sur la dernière semaine. Et c'est effectivement les 9 pièces qu'on voit là. Dernière semaine, qu'est-ce qu'on fait? Dans tout ce contexte, alors qu'en plus, le 26 novembre, cette fois-ci, le jeudi 26 novembre, j'ai publié dans Rivarol un article pour dire qu'effectivement je vais porter plainte et pour dire qu'effectivement si par des procédés déontologiques déviants, déloyaux, enfin j'avais dit maillage déontologique, hein, c'est quelque chose de pas très honnête, on essaie de m'empêcher de faire mon travail au Conseil constitutionnel parce que j'ai bien compris, le policier m'avait dit de faire attention, etc. J'ai bien compris que quelque chose se mettait en place contre moi. Eh bien, j'ai dit, moi je ferai une grève de la faim et de la soif. Hein. Je suis déterminé, je ferai une grève de la faim et de la soif parce que je veux bien qu'on m'empêche de gagner le match loyalement, mais si on triche, eh bien moi je proteste. C'est loyal. Mais de quelle façon? J'annonce les choses. Et qu'est-ce qu'on fait au lieu de dire, Maître Paris, il a annoncé ce qu'il va faire, il n'y a aucun danger. Non, on construit une affaire et on vient dire à des fonctionnaires, bon, vous allez dire ce qu'il n'a pas dit. Et effectivement, ils sont venus dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que le 30 novembre, alors que je maîtrisais parfaitement tout mon contexte professionnel, j'avais même dit à mes avocats, j'en avais 2, je leur avais dit, vous ne faites rien, c'est moi qui fais, et je ferai le dernier jour. Je ferai mon opposition le dernier jour parce que c'est un recours qui est suspensif, c'est indiscutable, donc ils n'auront jamais le temps de se mettre en œuvre pour m'empêcher de plaider. Donc je suis sûr et certain de pouvoir plaider. La date, elle est fixée au 8 décembre. Moi, le recours, la dernière date pour faire mon recours tombe un samedi, donc j'ai de la chance, c'est prolongé jusqu'au lundi. Je précise au passage que dans ces conditions, mes adversaires en face savaient très bien que j'allais venir le lundi, c'était le dernier jour. Et je suis venu le lundi, j'ai poussé le vice pour être sûr de gagner une journée, j'ai poussé le vice jusqu'à venir à 15h et quelques. 15h30, vous imaginez? À 17h, il est trop tard, hein, c'est fini. Je suis venu à 15h30 pour dire, je fais ça au dernier moment. Comme ça, pour me bloquer, ils ont mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Impossible. Impossible. Parce qu'il faut réunir 4 magistrats, etc., plus le premier président. Impossible. Donc je suis sûr et certain d'aller au Conseil constitutionnel. J'ai aucune raison de passer à l'acte et ils le savent très bien. Et j'ai pas fait de menace, mais je dis que même si on essaie d'être sympa avec eux et de dire, bon, admettons que cet homme-là, soi-disant que l'avocate, parce que jusqu'à présent, voilà, il aurait fait des menaces. Alors, est-ce qu'il est dangereux? Non, il n'est pas dangereux, puisqu'il veut... Non, attendez, c'est super important. Ouais. Il n'est pas dangereux, puisqu'il veut aller au Conseil constitutionnel, et au pire, il a dit qu'il va faire une grève de la faim. Donc, pourquoi on vient m'arrêter le jeudi 3 décembre? Vous comprenez? C'est ça qui est super important, c'est fondamental. Mais pourquoi on vient... Oui. Est-ce que
Parce qu'en fait, le but, clairement, voilà, bon, on a bien compris l'affaire, mais le but, c'est quoi? C'est de clairement vous retirer, en fait, votre diplôme professionnel, en tout cas, comment on appelle ça, votre autorisation d'exercer. À la base, ouais, il voilà. voulait se venger de ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années parce que j'ai gagné et ça il le digère pas. Alors, ils veulent se venger d'il y a une dizaine d'années ou alors ils veulent vous empêcher d'aller au plaider. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est là que c'est un vrai film d'Hitchcock, c'est que c'est tout un tissage. Vous avez une logique de vengeance au départ. Ça cogne. Depuis fin 2014, début 2015, ça cogne contre moi. Et je résiste. Je serre les dents. J'arrive à rebondir avec le procès constitutionnel. Je leur échappe, puisque je paye mes charges. Donc pour eux, c'est insupportable. Je suis paranoïaque? Bien sûr que je suis paranoïaque. Depuis le temps que ça dure, de toute façon, il y a de quoi le devenir. Mais enfin, admettons quand même que ce que je dis a un fondement et que ce soit objectivement prouvé. Donc ces gens-là m'en veulent. Ils essayent de m'attraper et de me priver de ma capacité professionnelle. Ils n'y arrivent pas. Et en parallèle, eh bien, ils auraient bien besoin d'éléments contre moi. Et ils ont de la chance sur ce coup-là parce que l'avocate, alors le plus beau c'est que j'ai un message de sa part, hein, j'ai un message écrit de cette avocate. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que je ne suis pas très malin parce qu'elle comptait m'aider. Alors ça, elle le dit le 10 ou le 11 novembre. Elle dit, vous n'êtes pas très malin, je comptais vous aider contre l'ordre, et bien puisque c'est ça, je m'abstiendrai. Ah non, mais ça va plus loin. C'est que puisque c'est ça, eh ben, elle va raconter un tas de saloperies contre moi, que je serai en relation avec des groupuscules d'extrême droite, que j'aurai des caches d'armes. Je veux dire, non mais, Jacques Messrine hein, et Antonio Ferrara réunis. Voilà, c'est moi, l'homme le plus dangereux de France. Voilà ce qu'elle brode avec la connivence du barreau, qui, eux, ils boivent ces paroles. Hein. Ah voilà, mais formidable, continuez, vous n'avez pas autre chose. Ah oui, non, mais tant qu'on y est, il n'a pas assassiné quelqu'un, il n'y a pas un cadavre quelque part de caché, hein. Tant qu'on y est, autant en rajouter. Vous êtes sûr? Bon. Eh bien, avec ça, c'est bon. Hein. Allez, monsieur le procureur ou monsieur le procureur général, vous montez un petit peu les fonctionnaires, là. Donc, Maître Paris, on va lui mettre la pression un maximum. Et puis, s'il s'énerve un peu, eh bien, on dira qu'il a dit ce qu'il n'a pas dit. Puis ça passera comme une lettre à la poste, puisque l'avocate en question, étant donné qu'elle m'avait dit qu'elle avait peur, etc., eh bien, il est vrai qu'elle était venue chez moi une fois, et je lui avais dit, moi, je sais que mes parents ayant été tireurs, etc., parce que mes parents étaient champions de tir, hein, donc voilà, il y a quand même une antériorité très très vieille, la maison, etc., bon, je savais qu'ils avaient... des armes dans le coffre et je savais même pas si elles étaient encore là vu que j'avais pas la clé. Bon, voilà. Alors on a construit tout ça dans le climat des attentats pour me faire passer pour ce que j'étais pas. Mais bien évidemment, vous comprenez que cette construction partait d'un postulat, c'est qu'il fallait pas que je sois là aujourd'hui pour expliquer la vérité. Parce que ce qu'on espérait dans cette affaire, à ce niveau-là, eh bien, c'était de dire, voilà, c'était un cas comme Sipiliti. Alors que moi, tout de suite, quand il y a eu le cas Sipiliti, et ça je suis capable de le documenter, j'ai appelé TF1 et je leur ai dit, voilà, moi je vais vous expliquer ce qui se passe parce que c'est au niveau du barreau qu'il y a un problème. Et effectivement, je prépare une plainte pénale pour dénoncer tout ça. Et je suis stupéfait de voir ce qui s'est passé jeudi 29 octobre 2015. Je suis stupéfait, ça me bouleverse, parce que finalement, 2 jours avant, j'avais dit qu'un avocat pourrait se suicider, mais je n'avais pas imaginé que ça pourrait aller jusque-là, c'est-à-dire non seulement un suicide, non seulement un passage à l'acte morbide, mais en plus une tentative criminelle. Alors je veux dire, quand vous déposez des écritures audacieuses comme celle que j'avais déposée le mardi 27 octobre, et que 2 jours après, il y a un événement pareil, vous vous dites, mais voilà, il est bien évident qu'il y a un problème dans la profession d'avocat. Et c'est la seule chose que j'avais expliqué quand ils ne voulaient pas faire mes recours au niveau du greffe, le fameux lundi 30 novembre, où on m'accuse de choses qui ne sont pas vraies. J'avais dit, mais je joue ma vie professionnellement, madame. Donc les recours, vous allez les faire correctement, parce que non seulement moi, c'est ma mort professionnelle si les recours sont mal faits, mais en face, ce que je prépare, si ça va jusqu'au bout, eh bien, éventuellement, c'est la mort professionnelle du bâtonnier. Donc, il va pas me faire de cadeau. Il va bien regarder si tout est régulier. Donc là, on est au top du droit, vous allez faire ce que je vous dis, vous êtes greffière en chef, l'autre personne est greffier, c'est moi l'avocat, vous faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Et comme elle était là à regarder, puis qu'elle me dit... de quoi vous avez dit que le bâtonnier va être mort? Je dis, mais j'ai jamais dit ça, qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai parlé de mort professionnelle, madame. Je vous ai dit que je jouais ma vie professionnelle, je vous ai parlé de mort professionnelle. Et c'est là que j'ai embrayé en lui disant, écoutez, madame,
le problème, vous ne voyez pas que le problème, il se pose au niveau du barreau. Vous avez vu ce qui s'est passé à Melun récemment, je dis. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème au niveau du barreau. C'est pas seulement moi. C'est qu'il y a un problème. Et vous voyez tout à l'heure, quand dans la première partie, on voit les réflexions du président de la République, on voit le discours du bâtonnier Charrière-Bournazel, et on voit la réaction de la magistrature, bah oui, il y a un problème dans la justice. Mais il y a un problème dans le pays, c'est quoi? C'est que la pauvreté engendre la corruption des comportements et des âmes, le développement du banditisme, et effectivement, pourquoi pas, eh bien, un problème de pauvreté, enfin, de la délinquance. pauvreté, un magistrat, il est payé 7 000 € par non, mois. je vous parle d'une pauvreté généralisée qui provoque une criminalité généralisée, qu'aujourd'hui, moi je suis né, vous voyez, je suis quelqu'un de modeste, je suis né à Argenteuil, et j'ai vu un article justement du maire d'Argenteuil aujourd'hui, qui dit, Argenteuil, il y a certains endroits, c'est devenu des espaces abandonnés de la République. C'est pas ces termes, mais en gros, c'est ça. Ça on entend Et bien. bien voilà, moi je suis né à Argenteuil, vous voyez, quand Sarkozy avait dit le Karcher, ça m'a touché parce que je suis né à Argenteuil. J'ai la chance de ne plus y être depuis longtemps. Ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, on est dans un pays en crise. La crise, c'est pas seulement les rivalités mémorielles, les jalousies, les risques de violence, parce qu'on prend prétexte de ceci et cela pour se détester. La crise, c'est aussi qu'effectivement, la justice est confrontée d'une part à un manque de moyens, d'autre part à une surcharge. Les avocats, c'est pareil, il y a besoin d'une réforme. Enfin, c'est un bouillon de culture incroyable. Et moi, je me retrouve dans tout ça à poser les vrais problèmes. C'est quand même pas de ma faute. C'est-à-dire que je dépose mes écritures le mardi 27 octobre, et puis 2 jours plus tard, tout me donne raison, sauf que c'est encore pire que ce que je croyais. Et effectivement, quand on vient me contrarier dans la logique qui se joue contre moi dans mon dos, quand on vient me contrarier le lundi 30 novembre, eh bien, j'explique les choses. Oui. Et là, ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'on transforme la situation pour m'accuser de choses, parce qu'on attendait que ça, parce que de toute façon, c'est ce qui se préparait contre moi, puisque le 24 novembre, le fameux bâtonnier, sur une lettre que j'ai ici, avait écrit « Il faut le mettre hors d'état de nuire ». Non mais attendez, c'est du langage, excusez-moi, c'est du langage quand même typé, hein. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Donc là, vous avez 2 logiques, et tout ça se passe à Rouen. Or, qu'est-ce que j'apprends? Et là, si j'étais dans une salle d'audience, j'hausserais le ton. J'apprends que un chef d'État d'origine rouennaise, se vante d'avoir commandité des opérations homo. J'ai pas le droit de commencer à me poser des questions. C'est quoi une opération homo? J'ai pas le droit de commencer à me poser des questions. Et ben, va falloir qu'il nous explique. C'est une opération qui viole les engagements internationaux de la France, puisque la France s'est engagée à ne pas exécuter comme ça des gens sans jugement. La peine de mort dans notre pays est abolie. Eh bien, c'est pas grave. C'est une transgression. Voilà. Pour motif qui doit normalement être couvert par le secret et qui ne l'est plus. Alors, j'ai quand même le droit de me poser des questions, parce que ce monsieur serait de Grenoble ou bien de Nice, je ne dirais rien. Mais il se trouve qu'il est de Rouen. Or, et c'est là que je suis très paranoïaque, l'avocate qui est en train de grenouiller avec le barreau pour construire quelque chose contre moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas s'en empêcher, elle est tellement contente. Eh bien, je vous jure que c'est vrai. SMS, 15h18, le lundi 30 novembre 2015. Je répète, SMS, 15h18, le lundi 30 novembre 2015, elle m'écrit « Ne vous étonnez pas de vous faire de solides ennemis. » Mince. Ben déjà, au niveau ennemi, je crois que j'ai mon compte, hein, parce que tous les avocats notables du barreau, c'est déjà de solides ennemis. Donc là, en fait, ce qu'elle me dit, c'est que j'ai franchi un seuil, sans le savoir. Alors, c'est quoi les nouveaux? Les nouveaux solides ennemis, c'est quoi? Ben effectivement, qu'est-ce que j'apprends dans le dossier pénal que je regarde ensuite? J'apprends que ce jour-là, on a fait des faux témoignages contre moi, sous la hiérarchie, et j'insiste, sous la hiérarchie des 4 plus hauts magistrats de Haute-Normandie, à savoir le premier président, le procureur général, le secrétaire général et le substitut du procureur général. Ces gens-là ont signé un papier qui est faux, comme quoi je ne peux plus exercer mon ministère. Qu'est-ce qu'on espère provoquer avec ça? Mais à quoi jouent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils espèrent provoquer avec ça? Franchement, mais ces gens-là sous-estiment mon intelligence.
Premièrement, j'ai échangé des courriels avec mes avocats pour leur dire que j'étais renseigné par un policier. Je n'avais pas dit par un policier, mais je savais que quelque chose se préparait. Et j'étais pas là le jeudi 3 décembre. Je savais que quelque chose se préparait. Et je n'étais pas venu seul ce lundi 30 novembre. Je n'étais pas venu seul. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Pourquoi je ne suis pas venu seul. Et si je vous dis que maintenant, en plus, j'ai des enregistrements. Vous comprenez que là, on est sur une affaire grave. Et la Attention, attention. Si j'ajoute que le lendemain, la greffière en chef a fait circuler un message pour dire qu'elle n'avait pas entendu le mot professionnellement. Le lendemain, elle dit qu'elle n'a pas entendu le mot professionnellement. C'est pas beau, ça? Donc elle est revenue sur ses déclarations. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que comment elle peut dire qu'elle l'a pas entendu si elle ne l'a vraiment pas entendu, puisque j'ai pas encore été interpellé? Mais l'imbécilité n'a pas de limite. Vous comprenez? Alors, effectivement, que se passe-t-il? Eh bien, on est en difficulté sur la loi Guesso, parce qu'en parallèle de ce que j'ai envie... Alors, je vais être vulgaire, je suis né à Argenteuil, les gars, c'est pour ça, vous voyez, la casquette, hein, il y a un message, là. Hein. En parallèle de tout ce merdier, moi, je brille, je suis en train d'aller devant le Conseil constitutionnel, je suis occupé avec mes affaires, je ne suis pas occupé avec ces histoires dérisoires, contingentes, que je les ai qualifiées dans la presse. Contingentes. Non, indigentes. Pire, indigentes. J'avais terminé mon article de Rivarol en disant que c'était indigent, ce qu'on me reprochait. Indigent, par rapport à ce que j'ai moi, je peux vous dire, c'est bon. Hein. Donc effectivement, j'étais serein. Et j'ai envoyé un courrier au Conseil constitutionnel, justement, voilà, pour leur dire, attention, on va vous dire que je ne peux pas exercer, mais moi je vous explique, je peux, hein, il n'y a aucun souci. Bah, c'est pas grave, le Conseil constitutionnel va écrire dans mon dos une lettre à mon client, Vincent Renoir, le vendredi 4, alors que je suis en garde à vue, on écrit à mon client pour lui dire, Maître Paris ne peut plus exercer. Encore, c'est faux, c'est pas vrai, c'est encore un faux. Alors, il y a les quatre plus hauts magistrats qui mentent, il y a la greffière en chef qui ment, il y a le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui ment. Vous ne trouvez pas que ça commence à faire beaucoup? Le bâtonnier qui a intérêt à mentir, qu'est-ce qu'il fait? Il retire mon nom de la liste. Des avocats. Voilà. Donc, il ment aussi. Comment se fait-il que sur un laps de temps aussi court, avec une communauté d'intérêts, on ment sur mon compte? Et comment se fait-il que, connaissant l'animal, parce que pour eux, je suis un sacré animal, hein, connaissant l'animal, s'il s'en tire vivant, on a intérêt de courir vite, parce qu'il va nous attaquer en justice. Ah bah ça, mais c'est pas en justice que je les attaque. Puisque là, se pose la question de savoir, étant donné qu'on me dit que je me suis fait de solides ennemis, étant donné que les 4 plus hauts magistrats se sont fait autoriser de faire un truc énorme contre moi, parce que le néophyte ne peut pas comprendre, mais ce qu'ils ont fait contre moi, c'est énorme. Ils ne peuvent même pas dire qu'ils n'ont pas fait exprès. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas fait exprès. Bien sûr qu'ils ont fait exprès. Et s'ils ont fait exprès, c'est parce qu'ils avaient la garantie de l'impunité. Alors, à ce niveau-là, elle peut venir de qui, la garantie? Eh bien, au départ, j'avais imaginé que ça pouvait être dans le périmètre de mes adversaires directs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en face de moi, j'avais déjà quelqu'un de solide, Manuel Valls, quelqu'un qui est très dynamique, qui est très nerveux. C'est lui qui serait derrière ça? Non, j'ai pas dit ça. Ah bon. Je me posais des questions, j'analyse. Moi, on me dit, j'ai de solides ennemis. Et puis, venant de la personne qui le dit, si vous voulez, c'est pas une SDF qui dit ça. Enfin, si, elle l'est un petit peu. Sans difficulté financière, ça, elle l'est. Bien plus que moi. Hein? Beau jeu de mots. Mais ce n'est pas une SDF. Quand elle dit que j'ai de solides ennemis, au moment où elle le dit, ça signifie quelque chose. Ça signifie qu'il faut qu'elle me le dise maintenant, parce que peut-être qu'après, il sera trop tard pour me le dire. Vous commencez à comprendre? Tous ces gens-là ont intérêt à ce que je ne m'en tire pas. Alors, je suis paranoïaque quand je dis ça. Bon, éventuellement. Mais ce que je prétends ici, c'est qu'on est dans un contexte de procès stalinien, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas le droit de retirer mon nom, de prétendre que je ne peux pas exercer, d'écrire à mon client. Ça, ce sont des violences juridiques, ce sont des voies de fait. Donc on est dans le procès stalinien. On est dans le contexte d'un pouvoir d'État très fort, d'un procès politique très important,
avec des manœuvres objectivement incontestables, si j'ai pris la précaution de publier sur Internet, c'est aussi pour ça, parce que j'aime bien prendre du recul et écouter la réaction des gens. Les gens ne m'ont pas dit, monsieur, vous êtes complètement dingue. Pas du tout. Et donc là, c'est pour ça que je dis, bah non, je ne suis pas fou. Un petit peu, mais pas que fou. Pas que fou. Ces gens-là me rendent peut-être fou. Peut-être qu'ils me rendent dépressif, peut-être qu'ils me rendent paranoïaque, pourquoi pas. Moi, je veux bien envisager avec eux, puisque la définition légale du harcèlement moral, c'est qu'à un moment donné, ça va avoir des conséquences. Et la plainte, elle a été acceptée ou pas? Elle a été déposée? Mais il n'y a pas de plainte. Je ne dépose pas plainte. Il n'est pas question de déposer plainte. Je vais vous dire pourquoi. Il n'est pas question de déposer plainte. On est arrivé ici sur une logique explosive parce que, qu'est-ce que j'apprends? Que non seulement, alors je vous disais, bon, au départ je me pose des questions, mon adversaire c'est quelqu'un de punchy, comme on dirait dans le langage jeune, donc éventuellement, bon, peut-être que si on chauffe un petit peu le contexte en disant l'avocat, toc, eh ben, peut-être qu'un ordre a été donné en disant, vous faites ce qu'il faut faire dans ces cas-là, bon, c'est un ordre équivoque. Mais on comprend bien ce que ça peut vouloir dire, puisque après on envoie une vingtaine de personnes avec des fusils d'assaut. Donc qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire quand on sait qu'il n'y avait pas besoin de faire ça? Parce que c'est ça la clé de voûte. Il y a deux clés de voûte. On réforme la loi derrière, donc évidemment la loi n'était pas constitutionnelle, parce que sinon on ne la réformerait pas. Pas de plainte, et, en plus, et en plus, laissez-moi vous expliquer. Ne me parlez pas des conséquences quand je vous parle des causalités. Et en plus, on sait très bien qu'il n'y a pas besoin de venir me saisir chez moi. Jamais de la vie! J'ai annoncé que je voulais plaider au Conseil constitutionnel. Donc, quand on analyse l'affaire à ce stade-là, on admet que, encore une fois, pour les besoins de la réflexion, on dit, bon, éventuellement, il y a eu des menaces, alors on va le neutraliser intelligemment. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut plaider au Conseil constitutionnel, on le sait. Bon. En parallèle, nous, on a un devoir, c'est qu'on ne doit pas le tuer. Ce qu'on doit faire, c'est l'interpeller. Il a des problèmes de cœur. Comment ça se fait que, sachant, j'étais propriétaire d'une arme que je n'ai plus depuis des années, je l'avais prêtée à mon grand-père qui est décédé, après c'est mes parents qui s'en sont occupés, mais quand on regardait à la préfecture, effectivement, on voyait, tiens, il est propriétaire d'une arme déclarée, qui avait été achetée légalement. Bon, ça c'était moi, c'est le seul truc qui me concernait, le reste, ça ne me concerne pas. Quand on voit tout ça, on se dit, bon, il va aller au Conseil constitutionnel. Attendez, soyons sérieux les gars. Le gars, c'est un avocat de pointe, il a déjà mis KO le barreau quand il s'est agi de prendre son diplôme. C'est pas un gars qui se laisse faire, il a l'habitude de mener le combat là où ça doit être fait, c'est-à-dire devant la justice. Eh bien, il a dit qu'il va aller au Conseil constitutionnel et qu'il veut y aller. On regarde les écritures qu'il a faites au Conseil constitutionnel, effectivement, ça tient la route. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en avais encore donné. J'étais hors délai pour donner de nouvelles écritures et j'en avais donné d'autres en expliquant au Conseil constitutionnel que je tenais à rajouter d'autres arguments, etc. Donc j'étais vraiment à fond dans mon boulot. Il suffit de se renseigner et on sait très bien que je vais aller au Conseil constitutionnel. Donc si vous savez ça, vous savez très bien que le garçon qui veut aller au Conseil constitutionnel, mais il n'y a aucun risque. Il ne va pas aller au barreau de Rouen ou au barreau du Havre ou au barreau d'ailleurs pour faire quoi que ce soit de mal. Parce que la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il n'a déjà pas trop de temps pour faire ses écritures, donc il va faire ses écritures, et tant qu'il n'est pas allé au Conseil constitutionnel, il n'y a aucun risque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tant qu'il n'est pas allé au Conseil constitutionnel, ça veut dire que quoi? Les gens qui ont fait ça, il ne va rien leur arriver, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Mais non, je vous parle, eux prétendent que je vais les attaquer avec une arme. Ils prétendent ça. Je ne vous parle pas de plainte, là on n'est pas encore... La plainte, c'était le contexte initial. Moi, je préparais une plainte contre ces gens-là par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à 2015. On comprend bien sûr, voilà. Bon, mais ces gens-là, vous comprenez, c'est une surenchère. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on pourrait arriver à la Troisième Guerre mondiale, avec des abrutis pareils, effectivement. Parce que quand vous avez un gars comme Poutine en face, qui se laisse pas faire, qu'est-ce qui se passe? Tu m'attaques. Tu es allé en Libye. Quel était ton mandat? Tu l'as dépassé? Et tu veux m'attaquer moi? Moi, je suis en Syrie. J'ai été invité. Voilà. Donc, quand vous voyez qu'au niveau international, il y a des débats juridiques comme ça, et que vous voyez que le débat juridique, il est bancal, et que l'autre, il commence à chauffer en disant « Je rappelle tous mes fonctionnaires, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. » Vous vous dites peut-être que les ennemis solides, c'est la même équipe et qu'ils ne sont pas très... bon, je sais pas. Bon...
Mais sans aller jusque-là, dans ce dossier se pose la question, comment les 4 plus hauts magistrats de Haute-Normandie ont pu avoir le feu vert pour faire ce qu'ils ont fait contre moi, dans tout ce contexte. Et j'insiste, tous ces gens-là savaient que j'allais aller au Conseil constitutionnel, que jusqu'à mon arrivée au Conseil constitutionnel, non mais vous imaginez, je vais vous parler comme un ouvrier, hein, entre guillemets, je me serais fait suer à faire tout ce travail, et tout d'un coup, comme ça, ah ben il devient Barjot, ah on est bien content qu'il devienne Barjot, comme ça il ne va pas aller au Conseil constitutionnel, comme ça on le liquide, comme ça il ne demandera jamais de dommages et intérêts, et il n'enverra pas certains notables devant une cour d'assises par rapport à tout ce qu'ils ont fait contre lui. Ah bah c'est super, allons-y. Donc on va dire à la BRI qui n'est pour rien dans cette affaire, on va leur dire le mec est très très dangereux. Je vous dis, hein, Ferrara plus Jacques Mérine égale Maître Paris. Je suis super dangereux. Donc les gars de la BRI, eh ben, eux, ils font leur boulot. Et puis, ben, heureusement, j'étais pas là. Mais vous comprenez bien que si j'avais été là, il se serait passé des choses. Et c'est bien ce qu'on espérait. Parce que de toute façon, il fallait pas que je m'en sorte. Parce que si je m'en sors, eh ben, je viens faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je demande non pas à la justice de trancher, et c'est là que je vous réponds. Je demande une enquête parlementaire. Pourquoi ? Parce que je prétends qu'effectivement, des affaires comme celle-ci posent un problème politique. Et que lorsqu'on observe dans le contexte de ce problème politique, un pouvoir fort qui se croit tout autorisé, dans un contexte où effectivement il y a beaucoup de choses d'autorisées, avec une hiérarchie qui laisse faire des choses qui ne devraient pas être faites contre l'avocat, et que dans ce contexte, il est porté atteinte et mis en danger de mort l'avocat en question, puisque moi je vous dis que quand vous avez la BRI comme ça qui vient chez vous, et que vous avez effectivement un appareil cardiaque, hein, vous allez faire un gros plan là, que les gens voient quand même, hein, parce que ce que j'écris, ça n'engage que moi, mais là, je vais vous montrer qu'effectivement, je blague pas, si vous pouvez faire un gros plan là-dessus, ou le lire, hein, voilà. Carte d'identification du MCI Reveal. Je suis équipé d'un moniteur cardiaque implantable, pardon, ok ? La messe est dite là, j'espère, hein ? Docteur Cani. Et qu'est-ce que j'apprends ? Que dans le cadre de la perquisition, on avait prévu d'utiliser un taser contre moi ? Mais j'espère que vous vous rendez compte de la situation. Je suis paranoïaque. Oui, alors on va dire, vous voyez, il construit sans arrêt une argumentation, il interprète, il arrange ça à sa sauce. Oui, mais dites donc, la sauce, là je trouve que la mayonnaise, elle prend bien quand même, elle prend très facilement là. Hein. Et il y a une chance qu'elle soit adoptée, cette enquête parlementaire, parce que normalement c'est un parlementaire qui doit faire, c'est ça, qui doit faire la demande. Parce qu'il faut qu'on voit, la justice ne peut pas traiter d'une affaire comme celle-là, il faut que les parlementaires voient comment se fait-il que le procès s'est déroulé de cette manière, et comment se fait-il qu'on a envoyé la BRI chez moi, comment se fait-il que, sachant pertinemment qu'il n'allait rien se passer et que j'allais aller au Conseil constitutionnel, on ne m'a pas attendu au Conseil constitutionnel. C'est ça la question. Là, alors, le E égale MC2, c'est ça. C'est imparable. Des magistrats de ce niveau-là, on parle d'un auxiliaire de justice, quand même, Maître Paris. On sait qu'en plus, l'ordre ne lui fait pas de cadeau, donc on se méfie. Hein, on se renseigne un petit peu sur l'avocate qui accuse Maître Paris, on tape son nom sur Internet, très rapidement, on voit qu'elle est en rapport bon, voilà, avec des gens, hein, excusez-moi, ok. Donc, moi, je suis procureur, je dis, stop, moi, la camelote, je la prends pas, là. Maître Paris, il va aller au Conseil constitutionnel, et puis écoutez, comme je suis très prudent, on ne va pas envoyer 25 mecs de la BRI, vous allez me prendre un agent civil, vous localisez son téléphone, on va voir où est Maître Paris, hein, ils ont mon numéro de téléphone sur mes écritures. Hein, non, mais attendez, faut pas me prendre pour un imbécile. Ils sont arrivés chez mes parents en disant on n'a pas son numéro de téléphone, mais vous rigolez les gars. Attendez, regardez, écriture du 27 octobre, il n'y a pas mon numéro là ? Hein ? Alors, on peut pas me géolocaliser ? On peut raconter ça à mes parents, une fois que je suis mort. Mais si je suis vivant, comment vous faites maintenant ? Hein ? On pouvait pas me géolocaliser ? On pouvait pas dire, bon, on le surveille avec un flic en civil pendant 8 jours, le temps qu'il aille au Conseil constitutionnel. Et puis au Conseil constitutionnel, il y a un portique, j'ai pris des photos, je les ai mises sur Internet. Il y a un portique. Donc, dans le pire des cas, pour être sûr de l'interpeller, eh ben moi je suis procureur général, je dis, vous allez m'interpeller cet individu juste après le portique, comme ça on est sûr qu'il n'est pas armé. Bon, en plus,
Au Conseil constitutionnel, il est tout à fait logique d'être fouillé, d'avoir 2 policiers à l'entrée. Bon, ben moi, on m'aurait dit, monsieur, vous allez nous suivre. J'aurais dit, oh, bah, c'est dégoûtant, hein, je devais plaider. Bah oui, mais voilà, vous devez nous suivre. Que voulez-vous que je fasse? Mais tout se passait bien. Tout se passait très bien. Et vous voyez, là où ça devient super grave, c'est que dans ce cas-là, on pouvait encore m'empêcher de plaider. Et c'est là que vous vous dites, mais c'était carrément une volonté criminelle. Parce que si on voulait juste m'empêcher de plaider, eh bien, il suffisait de m'attendre après le portique. Tout se passait en douceur. On était sûr que j'étais pas armé. On était sûr que j'allais venir. On était sûr que j'allais rien faire avant. Et j'étais vivant. Alors qu'en venant le jeudi 3 décembre, on n'était pas sûr que je m'en sortirais pas. Mais il y avait quand même une bonne petite probabilité que ça se passe mal. Vous croyez pas? Alors, chapeau les gars. Je vais pas retirer ma casquette. Je la garde pourquoi? Parce que le pire dans tout ça, c'est que au-delà, on va vous dire, ouais mais vous comprenez, entre guillemets, c'est un salopard. Il mérite pas de vivre. Il défend des gens qui méritent pas de vivre. Ouais. Eh bien, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que si j'interviens sur la loi Guesso, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, c'est parce que j'ai travaillé sur cette loi. Et c'est pour ça que j'ai une casquette. 3e raison. Mais je vous ai réservé ça pour aujourd'hui. J'ai travaillé sur cette loi en 2011 parce que des gens qui sont plus bronzés que moi, beaucoup plus bronzés que moi, et peut-être même plus bronzés que vous, me disaient c'est pas juste. Ce que Guerlain a dit, s'il l'avait dit autrement ou concernant d'autres personnes, ça aurait provoqué un tollé, et là, pas grand-chose. Donc, écoutez, maître, voilà, le combat, il est là. L'égalité des mémoires. Et vous voyez, ça commence là. C'est pas beau, ça? Casquette. Pourquoi? Parce que quand on me dit, oui, mais l'égalité des mémoires, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime, parce que il y a des choses pires que d'autres. Et on vous en apporte la preuve, c'est que ces choses-là sont contestées sans arrêt sur Internet et ici et là. Mais attendez, parce que, je vais vous dire, j'ai une citation à vous faire à ce stade-là, peut-être, si je la retrouve. Si je la retrouve pas, c'est pas grave, c'est toujours pareil, j'ai un tas de paperasse. Le silence, c'est une forme de contestation. On dit, sur Internet, voilà, et je l'ai déjà dit, mais je cite à nouveau, hein? Dis-moi quelle violence, c'est de Jean-Pierre Gay, ça. Dis-moi quelle violence est pire que le silence. Quand il s'agit de la cause afro-antillaise, quand il s'agit de l'esclavage, quand il s'agit du crime d'esclavage, quand il s'agit de ces 6 millions de personnes, c'est le chiffre que j'ai trouvé, ça 6 millions pour les esclaves aussi? Ça serait le même. Non mais je le dis sans provocation, j'ai des documents. Il y aurait eu à peu près 100 et quelques millions de déportés et à peu près 6 millions qui auraient été balancés à l'eau comme ça. Les enfants fragiles, les femmes malades, etc. Balancés à l'eau, c'était ça le système. Voilà. Peu importe, c'est ce que j'ai lu en faisant mes recherches pour venir à cette émission. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. C'est que le silence est une forme de contestation. Et c'est même la pire des négations, le silence. Le silence? Le silence, c'est-à-dire que... Le fait de rien dire. Voilà, le fait qu'effectivement, il n'y a rien à contester puisqu'il n'y a pas de jugement ni de loi pour protéger la mémoire des victimes de l'esclavage et de cet asservissement. Donc effectivement qu'il y a contestation, mais c'est une contestation qui prend une autre forme. Et elle suscite la même vindicte, puisque tout à l'heure, en apartheid, je vous expliquais que j'ai pris des documents qui montrent que des chanteurs de rap nombreux, dont le groupe Le Concept au Havre, avec qui j'avais travaillé un petit peu à l'époque sur cette affaire, eh bien, dénoncent une falsification de l'histoire, un mépris pour tout un peuple par rapport à un crime qui n'a jamais été mobilisateur dans la protection de la mémoire de ce crime. Et c'était mon combat. Donc aujourd'hui, quand on vient vous dire, oui, bon, après tout, on s'est trompé, on a voulu mettre en danger un avocat parce qu'on a cru que c'était une saloperie, et bien en plus, vous voyez la casquette, c'est une casquette de rap. C'est la casquette de cette contestation qui est absente et qui est en même temps présente à travers le silence qui est fait sur la souffrance du peuple, et du peuple de couleur. Et on ne peut même pas me dire que ce peuple serait minoritaire chez nous et qu'on n'est pour rien dans son malheur. C'est Napoléon qui a donné l'ordre, en 1802 je crois, de réinstaurer l'esclavage.
Voilà, alors que ça avait été aboli par la Révolution. Donc c'est bien sur notre territoire qu'il a été décidé de commettre ce genre de crime contre l'humanité. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 millions afro-antillais qui parlent le français et qui le comprennent. Donc, ces gens-là... 100 millions? Oui, Ben, c'est 2 fois la population de la France, c'est pas possible. je vous assure, c'est les chiffres que j'ai trouvés 100 millions à travers le monde. À travers le monde. Voilà, la francophonie. Ah, en comprenant les pays d'Afrique, alors. La Ah, ouais, francophonie. d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc vous voyez qu'on ne peut même pas dire que nous n'avons pas de lien avec les gens qui souffrent. Nous en avons en termes de causalité du crime dont ils sont susceptibles de se plaindre parce que leur mémoire n'est pas assez reconnue et protégée. Ouais, mais ça veut dire que tout le monde va se plaindre, chacun va Eh ben, défendre son bout de gras, écoutez, puis alors, il y aura aussi, les alors Arméniens, j'insiste, puis regardez, demain, ça va être qui, à mon ça, renfort, parce que là, vous allez me lyncher. D'accord. Robert Stevenson nous dit aussi, un silence peut être parfois le plus cruel des mensonges. Oui. Et Stuart Mill qui nous dit, l'histoire est remplie de faits montrant la vérité réduite au silence par la persécution. Voilà. Ah oui, ben, l'avocat ici a été persécuté parce qu'il a porté une vérité, c'est que la loi Guesso n'est pas constitutionnelle, on n'a pas voulu l'entendre, on s'est trouvé tous les prétextes du monde pourquoi? Pour faire taire l'avocat, pour le mettre hors d'état de nuire, que ce soit par rapport au barreau, par rapport à une avocate qui était mise en porte-à-faux, et par rapport à une volonté d'État qui était de ne pas reconnaître la non-constitutionnalité de cette loi au moment où elle aurait dû l'être. Parce que si ça avait été reconnu à ce moment-là, que se passait-il incidemment? Eh bien, effectivement, je me rendais coupable d'une duplicité, mais voilà. C'est que, d'un côté, au départ, je suis mandaté pour une cause de généralisation de la loi, et de l'autre, je suis mandaté pour le contraire. Et c'est comme ça qu'effectivement, je suis l'homme de la situation, parce que je suis obligé de composer dans mon esprit une réponse à ces deux problématiques, et c'est comme ça que j'apporte la solution en disant, on généralise dans un souci de justice, mais on assouplit avec une immunité mémorielle. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Parce que sinon, effectivement, vous aurez toujours des gens pour vous dire « Oui, mais il y en a qui sont protégés, mais alors pourquoi eux et pas les autres ?» Et les autres qui disent « Moi, j'ai plus du tout de liberté par rapport à ces gens-là. » Voilà, non, mais... Vous voyez? Donc, voilà tout le problème qui se posait. On a voulu me faire taire parce qu'on se donnait bonne conscience. Si je n'avais pas été là aujourd'hui pour expliquer tout ça, on pouvait effectivement me faire passer pour un déséquilibré, toutes les pires choses qu'on puisse qualifier ici. Mais en réalité, vous voyez, l'affaire, elle est catastrophique. Catastrophique parce qu'on aurait, j'insiste, on n'aurait jamais dû envoyer chez moi, chez ma famille, le jeudi 3 décembre 2015, on n'aurait jamais dû envoyer des forces de l'ordre qui m'ont mis en danger. Et la manière dont on m'a mis en danger, c'est volontaire, c'est imparable. Je ne suis pas paranoïaque. Des magistrats savent très bien à qui ils ont affaire. Ils savent très bien que j'ai payé mes charges. C'est écrit dans les Écritures. Le premier président, le procureur général, le barreau savaient que j'avais payé mes charges, savaient que j'allais devant le Conseil constitutionnel. Ils savent lire. Donc ils savaient très bien qu'il n'y avait aucun risque. Leur objectif ici était inavouable. Et s'ils se sont autorisés d'agir ainsi, c'est qu'ils avaient des garanties. Et je voudrais savoir qui a donné ces garanties. C'est pourquoi je demande une enquête parlementaire. Parce que c'est certainement pas la justice qui répondra à cette question. Et c'est seulement une fois qu'on aura répondu à cette question, qui a donné ici des garanties et s'est cru autorisé à faire un procès stalinien dangereux pour l'avocat et sa famille. Qui s'est cru autorisé à ça? Eh bien, il va falloir m'apporter une réponse. Voilà. Et je demande aux parlementaires, je retire ma casquette, de bien me regarder. Voilà. Il y a peut-être la marque de ma casquette, mais je ne suis pas fou. Et il va être temps de prendre cette affaire très au sérieux parce qu'elle illustre l'enjeu des élections présidentielles à venir. C'est que dans ce pays, il va falloir reprendre en main effectivement les institutions. Et ça passe par... un gros travail sur la justice pour donner à la justice les moyens de faire son travail, les moyens d'être autonome. Il faut un parquet qui va être également autonome avec une atténuation de ce principe de l'opportunité des poursuites qui est un poison parce que alors, dans certains cas on poursuit et pas dans d'autres. Je voudrais savoir pourquoi. C'est subjectif, c'est l'opportunité des poursuites, il n'y a pas de recours, enfin pratiquement pas. Donc le débat, il est là. Cette affaire est un scandale d'État. Peut-être que c'est un scandale d'État qui n'implique que des fusibles qui ont cru que ça pouvait se passer comme ça. Très bien, ça c'est à l'enquête parlementaire d'y répondre. Parce qu'il n'y a que ces gens-là, il n'y a que le Parlement qui peut se saisir de la problématique que je soulève là.
Et alors, le plus incroyable, c'est que déjà avant tout ça, quand vous regardez, alors d'ailleurs, il est obsédé par les enquêtes parlementaires. Bon, quand vous regardez mes écritures, toujours du 26, elles sont remarquables, hein, 26 octobre 2015, voilà. Eh bien, à l'époque, je demandais déjà une enquête parlementaire, mais c'était pas sur l'affaire à venir, c'était sur le barreau, voilà. Donc, vous voyez, au pire, j'avais mis, et j'avais pas eu d'argent, parce qu'à l'époque, j'étais très pauvre, même si j'avais payé toutes mes charges, j'avais pas trop de sous, voilà. J'avais mis copie adressée pour information en perspective d'une demande d'enquête parlementaire sur la pratique des barreaux. À l'époque, j'avais dans le collimateur la pratique des barreaux. Je voulais une enquête parlementaire sur tout ce qui m'arrive avec le barreau depuis des années. Eh bien aujourd'hui, je vais au-delà. Ce sujet-là sera abordé dans une autre étape. Dans l'immédiat, je dis que c'est un procès stalinien. Je dis qu'il y a eu des voies de fait contre l'avocat. Je dis que l'unité de temps, de lieu, d'objectif, d'action, les personnes impliquées, toute la logique qui s'est mobilisée contre moi n'est pas normale. Toute la logique qui s'est mobilisée contre Vincent Renoir n'est pas normale. Voilà. Procès politique truqué. Je n'ai pas un seul journaliste qui m'a contacté. Je n'ai pas un seul parlementaire qui m'a contacté. Mais il y a quand même un ancien candidat au présidentiel qui est susceptible de taper du poing sur la table. J'espère qu'il m'entend ce soir. Voilà, bah en tout cas, il y a en tout cas peu de chances que ça aboutisse une enquête parlementaire. Faut bien le dire. Juste avant alors la pause. Ça va être quand même difficile, surtout dans le contexte bien actuel. Que je suis pas du genre. Je suis pas du genre à demander quelque chose si je pense que je ne vais pas l'avoir. D'accord. Ah bah je peux vous garantir que quand je fais quelque chose, c'est que j'espère l'obtenir. Non, Alors, non, je veux une enquête parlementaire et comme je l'ai dit dans ma vidéo, je l'exige. Je l'exige, nous l'exigeons. Et le peuple l'exige. Parce que, je vous rappelle une chose qui est très importante. Il y a effectivement des institutions et des règles dans ce pays. Mais je vous stoppe, on doit faire la pause parce que là on a dépassé de très très loin, on a éclaté tous les formats là. Donc on va faire la pause et on revient juste après. Moi je voulais juste relire la phrase parce que l'histoire est remplie de faits montrant la vérité réduite au silence par la persécution. J'ai cru que c'était Florisson qui l'avait écrite. Ok, on fait la pause et on revient tout de suite. À tout de suite.